Bonjour, je suis Shahir Zaki, je suis professeur d'économie à l'Université du Caire et je travaille aussi à l'Economic Research Forum en tant qu'économiste en chef. Je présente aujourd'hui un papier qui est coécrit avec Rima Ayedi, Giorgia Giovanetti, Enrico Marvazzi et Giulio Vanelli, dans lequel on essaye de voir un petit peu comment les chaînes de valeur vont évoluer dans la région euro-méditerranéenne et surtout analyser aussi quelles sont les différentes opportunités qui se présentent et les différents freins qui peuvent limiter la relocalisation de ces chaînes de valeur. Donc, je vais rapidement présenter l'idée générale du sujet, puis quels sont les secteurs potentiels dans lesquels on peut avoir cette relocalisation, et puis quels sont les freins et les opportunités qui se présentent pour la région euro-méditerranéenne. Donc, bien entendu, si on regarde la région euro-méditerranéenne, et là, je vais sûrement, je veux dire, majoritairement me concentrer sur 4 pays de l'Union européenne, qui sont donc la France, l'Espagne, la Grèce et l'Italie. Et dans le sud de la Méditerranée, je vais me concentrer sur les pays de l'accord d'Agadir, qui sont donc Égypte, Tunisie, Maroc et Jordanie. Pourquoi ces 4 pays? Parce qu'en fait, ces pays de l'Europe du Nord, surtout en fait la France et l'Italie, sont les principaux fournisseurs de chaînes de valeur dans les pays du sud de la Méditerranée. Et pourquoi ces pays du sud de la Méditerranée? Parce qu'en fait, ces pays qui ont signé l'accord d'Agadir dans le cadre de leurs accords d'association avec l'Union européenne n'ont pas vraiment connu une forte intégration régionale malgré ces efforts de libéralisation. Et bien entendu, la motivation principale derrière ce papier, c'est que certainement avec le choc sanitaire, il y a toute une littérature qui est en train de se développer. Est-ce que les entreprises européennes vont se relocaliser ou non? Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle du nearshoring ou non? Et sachant que la décision d'investir dans un pays ou de ne pas investir dans un pays, c'est plutôt une décision de long terme. Donc peut-être qu'à court terme, on va pas observer ce genre de nearshoring immédiat, on va dire, mais que certainement, on va questionner dans quelle mesure les chaînes de valeur dans ce genre de contexte exceptionnel, un, sont tenables, et deux, est-ce qu'il est important de diversifier les partenaires des chaînes de valeur ou non, et trois, si c'est le cas, dans quel secteur. Et donc, si on regarde rapidement l'intégration des pays du sud de la Méditerranée dans les chaînes de valeur, on va voir que c'est très hétérogène en fait à travers les pays. Et donc, en fait, là, on utilise les données EORA qui nous permettent de déterminer les chaînes de valeur en amont et en aval pour l'ensemble des pays. Et donc, on voit que, par exemple, d'un point de vue ce qu'on appelle donc les backward linkages. On voit ici que, par exemple, le pays le plus avancé, c'est plutôt la Tunisie par rapport à l'Égypte qui, dans les backward linkages, sont très faibles. Mais par contre, pour le forward linkages, c'est plutôt la Jordanie qui est la moins située par rapport aux autres pays. Et bien entendu, tous les pays, si on les compare aux pays européens, surtout en fait la France, l'Espagne et l'Italie, ils ont des liens de chaîne de valeur qui sont relativement plus faibles. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, ça s'applique aussi sur le contenu étranger des exports. Là, la troisième ligne, on voit que l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, le contenu étranger dans les exports de ces pays-là ne dépasse jamais les 25%, alors que pour les pays méditerranéens, ce pourcentage il est beaucoup plus élevé. Et donc, de manière générale, on peut dire que les pays du sud de la Méditerranée ne sont pas aussi intégrés que ceux du nord de la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, si ces pays veulent profiter vraiment du contexte sanitaire et de ce nearshoring qui pourrait avoir lieu, donc
il faut absolument commencer à analyser d'abord le climat d'investissement de manière générale et puis quels secteurs sont plus intéressants que d'autres. Et donc, au niveau sectoriel, bien entendu, il y a toujours, je veux dire, un arbitrage. Est-ce qu'on va plutôt investir dans un secteur où il y a un avantage comparatif qui est reconnu, ou bien est-ce qu'il vaut mieux attirer des multinationales dans des secteurs plutôt émergents? Et c'est la raison pour laquelle je vais présenter rapidement des graphes en se basant sur les bases de données du Centre du commerce international de Genève, qui essayent de voir un petit peu quel est le lien entre la demande mondiale et la spécialisation de ces pays. Et donc, sur ce graphe, par exemple, on va voir, pour le cas marocain, donc sur l'axe des X, il y a le taux de croissance des exports marocains entre 2015 et 2019. Et sur l'axe des Y, il y a le taux de croissance des importations mondiales. Et bien entendu, donc l'axe des X représente plutôt le côté de l'offre du Maroc et l'axe des Y représente le côté de demande mondiale. Et donc, idéalement, on doit se situer dans dans ce quatrième cadran-là. Pourquoi? Parce que c'est le cadran où il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'offres. Et bien entendu, un point commun entre l'ensemble de ces pays, c'est que la plupart des secteurs où ils ont un avantage comparatif se trouvent plutôt dans des secteurs où la demande mondiale est en baisse. Et c'est la raison pour laquelle ça confirme ou bien ça répond partiellement à la question que je viens de poser, c'est qu'il y a toujours un arbitrage. Est-ce qu'on doit attirer des IDE plutôt dans des secteurs où on a un avantage comparatif, mais peut-être que la demande mondiale, elle est faible, ou bien est-ce qu'on doit commencer à diversifier les secteurs dans lesquels on se spécialise afin d'attirer des IDE dans des secteurs qui n'ont pas d'avantage comparatif, mais qui ont un potentiel dans le futur et qui connaissent une expansion d'un point de vue de demande mondiale dans les années à venir. Là. Et donc, comme je l'ai dit, c'est plus ou moins le cas des autres pays, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. Et bien entendu, les secteurs classiques dans lesquels ces pays ils ont un avantage comparatif, c'est le textile, les industries chimiques, le vestimentaire. Peut-être le Maroc a une petite exception au niveau du secteur automobile, mais à part ça, ça reste vraiment des secteurs qui sont relativement traditionnels. Et c'est la raison pour laquelle le Centre du commerce international, il essaie un petit peu d'analyser quel est le potentiel de chacun des pays par secteur. Et donc, ce graphe, par exemple, il montre quel est le potentiel dans le cas de l'Égypte, et on voit qu'il y a un potentiel important par exemple, au niveau des oranges, de quelques produits chimiques, dans une moindre mesure dans le secteur textile, et donc, l'idée derrière les graphes là que je vais présenter, c'est qu'il y a un potentiel dans quelques secteurs qui ont un avantage comparatif historique, je vais dire, ou bien traditionnel, mais d'autres qui est beaucoup plus faible. Et là, on voit par exemple tout ce qui est électrique, électronique, industrie automobile, et ainsi de suite. Et donc, pourquoi je présente ces graphes? Parce qu'il est très important d'avoir une approche plutôt sectorielle quand on décide d'attirer des firmes multinationales. Et donc, parce que du point de vue du pays qui va recevoir ces IDE, et bien entendu, il faut donner des incitations à ces investisseurs dans des secteurs spécifiques pour que les multinationales, afin de créer ces chaînes de valeur, aient une incitation de se relocaliser d'un pays asiatique peut-être vers un pays de la région euro-méditerranéenne. Et puis, peut-être je peux donc passer rapidement sur ces graphes, puisque on pourrait les discuter plus tard lors des questions et des réponses. Mais il est important aussi de voir d'un point de vue général quel est le climat d'investissement,
quelles sont les incitations pour les investisseurs étrangers, quels sont les freins qui peuvent limiter cet investissement. Et donc là, je présente un tableau qui essaye de comparer un petit peu les pays euro-méditerranéens par rapport aux pays asiatiques. Donc, dans 3 points principaux. Donc, d'abord au niveau des facteurs de production, puis au niveau du marché domestique, quelles sont ses caractéristiques, et puis d'un point de vue de politique commerciale. Et donc, on voit bien que d'un point de vue, par exemple, du coût de la main-d'œuvre, la plupart des pays méditerranéens ont un coût qui est relativement plus faible que les pays asiatiques, surtout l'Égypte et la Tunisie, dans une moindre mesure le Maroc, mais la Jordanie a un coût qui est assez important. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir aussi la productivité par travailleur, parce qu'on voit par exemple dans le cas de l'Égypte, et donc là, ce sont les données qui viennent du BIT, on voit que la productivité la plus élevée est celle de l'Égypte, suivie par la Jordanie, par la Tunisie, puis la Jordanie et le Maroc, mais ça reste beaucoup plus faible que la Turquie, qui est un des, on va dire, des concurrents de la région euro-méditerranéenne de ces pays, qui est très comparable à eux. Et sans aucune exception, tous ces pays ont une productivité qui est plus importante que celle des pays asiatiques, ce qui est intéressant. Mais malgré cela, ces pays aussi restent relativement fermés aux capitaux étrangers. Par exemple, le pays le plus ouvert là, c'est la Jordanie, qui a un indice positif, et le plus l'indice est élevé, le plus le pays est ouvert aux capitaux étrangers. Mais après, l'Égypte, elle est un peu plus fermée par rapport à la Jordanie, la Tunisie et le Maroc encore plus, la Turquie, elle est comparable au Maroc et aux pays asiatiques, et donc, cela veut dire qu'il faut rendre les capitaux plus, on va dire, libres de circuler. Et puis, d'un point de vue l'intensité, juste pour avoir une idée de la technologie dans ces pays, et donc la 4e ligne, elle explique un petit peu les exports qui sont intensifs en haute technologie. Et donc, on voit que la Tunisie a l'indice le plus élevé dans la région, suivi par le Maroc, puis la Jordanie et puis l'Égypte. Mais ça n'a rien à voir avec les pays asiatiques comme la Chine ou le Vietnam qui ont des indices vraiment très élevés. Au niveau du marché domestique, et là je pense que ça c'est le point le plus important parce que si on regarde l'indice de compétitivité globale du World Economic Forum, on voit que l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie ont des indices qui sont plus faibles que ceux des pays asiatiques, à l'exception du Bangladesh. Et donc, ça montre dans quelle mesure le climat domestique, on a vraiment besoin de beaucoup plus de réformes pour l'améliorer. Et c'est le même cas aussi au niveau de l'indice du Doing Business, parce que tous ces pays ont un indice qui est plus faible que celui des pays asiatiques, à l'exception toujours du Bangladesh. Et donc, au niveau de la qualité du climat d'investissement, ça reste vraiment un des freins qui peuvent limiter l'attractivité de ces pays. Finalement, pour terminer, bien entendu, tous les pays de la région méditerranéenne ont un avantage comparatif au niveau de la distance parce qu'ils sont beaucoup plus proches et donc ça, c'est beaucoup plus commode pour les chaînes de valeur. Ils ont tous des accords d'association avec l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de plusieurs pays asiatiques. Au niveau de la protection tarifaire, c'est très hétérogène. Quelques pays sont plus protégés, d'autres sont moins protégés. Mais le problème qui est toujours là, c'est surtout au niveau des mesures non tarifaires. Et donc, c'est clair que afin de promouvoir plus des chaînes de valeur, il faut aussi travailler vraiment sur les chaînes de valeur. Et donc, pour conclure, je pense que, bien entendu, je vais résumer tout ça en 3 points principaux. Un, il y a certainement des opportunités d'un point de vue des facteurs de production, d'un point de vue de la proximité géographique, dans quelques secteurs, soit des secteurs traditionnels, soit de nouveaux secteurs, mais le frein principal, je vais dire, c'est le climat d'investissement qui doit vraiment connaître des réformes qui l'améliorent. Et bien entendu, même si immédiatement il n'y aura pas vraiment des nearshoring, mais certainement
les grandes entreprises qui font partie des chaînes de valeur auront tendance à diversifier les partenaires avec qui ils travaillent afin de rendre les chaînes de valeur, on va dire, plus résilientes et plus tenables à moyen et à long terme. Et avec ça, je vais conclure ma présentation. Merci beaucoup.